Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Marianne Métois, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes géophysicienne, vous venez d'être distinguée de la médaille de bronze du CNRS pour vos travaux, notamment sur la déformation de la lithosphère. Et vous avez aussi pris la direction du réseau d'observation GPS de la France métropolitaine. Votre travail, en gros, c'est de prédire les prochains tremblements de terre? Alors non, on aimerait bien prédire les tremblements de terre, mais pour le moment, on n'y arrive pas. Alors c'est vrai qu'on cherche à aller dans cette direction. Et pour ça, du coup, on mesure la déformation effectivement de la croûte, comme vous l'avez dit. Et on essaye d'être le plus précis possible pour savoir ce qui se passe. On se souvient à Lyon, le dernier tremblement de terre qui a été ressenti, c'était il y a un peu plus de 3 ans, le 11 novembre 2019. Il avait eu lieu à Le Teil, mais ressenti jusqu'à Lyon. On a une idée de quand pourrait se reproduire un tel événement? Alors c'est très difficile à dire. Le séisme du Teil a surpris quand même pas mal notre communauté scientifique, même si on sait que c'est une zone qui était active. On ne s'attendait pas à ce que ce séisme soit ressenti aussi fortement. Il y a un certain nombre de failles à proximité de Lyon, mais savoir justement quand le prochain tremblement de terre aura lieu sur ces failles, c'est difficile. On pense qu'il y en a tous les 1000 ou 10 000 ans sur chacune des failles. Donc ce n'est pas facile de savoir quand aura lieu le prochain séisme du Teil. Et à quel point on connaît les failles sismiques de la région? Est-ce qu'elles sont correctement cartographiées ou est-ce qu'il y a encore du travail de Il y recherche a à encore faire beaucoup dessus? de travail à faire, même si bon, on connaît plein de choses, on sait notamment où elles sont, on a des cartes de ces failles, mais savoir si elles sont actives, c'est-à-dire est-ce qu'elles peuvent rompre demain, ça c'est quelque chose qui est difficile à savoir. C'est pour ça qu'on a besoin de mesures géophysiques en permanence et d'instrumenter l'ensemble de la région pour savoir quelles sont les failles qui sont susceptibles de rompre. Et au-delà de ce travail de prévision, on a compris qu'il était très compliqué. Quel est l'enjeu d'observer aussi précisément des failles sismiques si on ne peut pas dire quand sortiront les prochains tremblements de Alors terre? en fait, on ne peut pas dire quand sera le prochain tremblement de terre, mais on peut identifier les zones qui sont les plus à risque, c'est-à-dire vous dire si dans telle ou telle zone, on a une faille qui est susceptible de rompre dans les 50 prochaines années, avec quel pourcentage de chance. Ça, on commence à pouvoir le dire. Et donc, ça permet de mieux aménager le territoire, d'éviter de mettre des installations sensibles à proximité de structures qui sont susceptibles de rompre. Ça, par exemple, ça nous concerne tous. Vous travaillez aussi notamment sur l'évolution des Alpes. On sait qu'avec le réchauffement climatique, il y a des risques d'éboulement et puis de montagnes qui bougent tout simplement. Là-dessus, il y a des prévisions possibles grâce à vos travaux? Alors à mes travaux, personnellement non, mais aux travaux de la communauté, donc avec le réseau de surveillance sur l'ensemble du territoire, on peut effectivement mettre des stations GPS qui vont mesurer la position au cours du temps de la surface du sol, notamment sur les versants. Et on sait dans les Alpes que l'impact du réchauffement climatique va conduire à une instabilité grandissante de ces versants. Donc il y a une grande partie de la communauté française scientifique qui travaille à essayer de mieux localiser les glissements qui sont susceptibles de se produire et essayer pour le coup d'anticiper leur rupture avant qu'il y ait des catastrophes. Donc on parlera un petit peu du reste du monde, mais pour rester un peu sur la France et la région, on comprend que les enjeux principaux sont dans les chaînes de montagne avec les risques d'éboulement et de tremblements de terre. Et aussi, les gros autres enjeux, c'est peut-être sur le niveau de la mer? Oui, c'est vrai qu'en étudiant la déformation du sol, en fait, on peut aussi suivre le niveau de la mer, notamment quand on pose des balises au niveau des côtes. Donc c'est une des tâches du réseau d'observation métropolitain, effectivement. Et on peut aussi suivre les ressources en eau, l'évolution des ressources en eau qui sont stockées sous nos pieds et qui vont générer en fait une déformation du sol qu'on voit dans les enregistrements GPS. On est d'accord que chaque fois, on est plutôt sur un travail à long terme. On n'est pas dans une logique d'early warning, prévenir des premières secousses pour réagir en cas de gros tremblement de terre. Alors moi, je fais de la recherche académique, donc c'est de la recherche non appliquée directement. Ce qu'on va trouver, ce sont des concepts, des études sur le temps long, comme vous le disiez. On a des collègues qui travaillent plus sur une partie opérationnelle, au CEA, à l'IRSN, et qui peuvent prendre en charge des applications concrètes comme donc l'alerte rapide, effectivement. Vous, votre reconnaissance, elle s'est faite à partir de votre thèse, qui était notamment sur le Chili. Pourquoi c'est une région particulièrement intéressante? Alors en fait, oui, j'ai commencé mes travaux de thèse sur le Chili, où on a une zone de subduction en fait, entre deux plaques tectoniques. Donc il y a une plaque qui passe sous une autre, le long d'une très grande faille, qui est au large du Chili et qui génère des très grands tremblements de terre. Le plus grand tremblement de terre qu'on a jamais enregistré, c'était en 1960,
avec une magnitude de Richter de 9,5, donc c'est vraiment le plus grand jamais enregistré. Et c'est une zone, on va dire, très étudiée, parce qu'il y a un enjeu sociétal très important, mais aussi qui est relativement facile à étudier, puisque les plaques bougent vite, au contraire de la France métropolitaine, où on a des déformations qui sont de l'ordre du millimètre par an. Le principe d'un tremblement de terre, c'est qu'il y a des mouvements qui accumulent des décharges qui en fait se provoquent, qui vont se libérer à intervalles réguliers, c'est ça? Oui, tout ça c'est une histoire d'énergie. En fait, les plaques tectoniques bougent en continu à la surface du globe, et à l'interface entre deux plaques, on a des failles. Et donc ces failles, elles ne bougent pas tout le temps, elles vont bouger par à-coups, donc ce sont les tremblements de terre. Et entre deux tremblements de terre, ce mouvement des plaques il se traduit par une déformation autour de la faille. C'est ça qu'on essaye de quantifier au mieux. Et c'est ça qui va être relâché pendant le tremblement de terre. Vous avez travaillé sur le Chili, vous travaillez aussi aujourd'hui beaucoup sur les Balkans, je crois. Et quel est l'enjeu dans cette région? Alors en fait, en Europe, la zone des Balkans avec la zone de l'Italie, c'est une des zones les plus sismiques de notre continent. Il y a des tremblements de terre assez fréquents, des magnitudes 6, qui ne sont pas énormes, mais qui en fait causent des dégâts importants. Il y a notamment eu des séismes en Albanie et en Croatie ces 3 dernières années qui ont fait des morts. Et c'est une zone qui est mal connue parce qu'elle se déforme plus lentement que le Chili, typiquement, et avec plein de failles qui sont susceptibles de rompre, qu'on ne connaît pas encore bien. Donc il y a vraiment un enjeu de cartographie de la déformation dans ces zones qui, pour des raisons géopolitiques aussi, ont été longtemps un peu laissées à l'écart des réseaux académiques, on va dire, de surveillance. Dernière question, le réseau d'observation GPS que vous dirigez, finalement, peut avoir d'autres applications, notamment même sur la météo. Oui, alors c'est un peu inattendu, mais en fait, dans la communauté scientifique qui regarde les observations GPS, en fait GNSS de façon plus large, on peut cette fois-ci ne pas regarder la déformation du sol, mais regarder ce qui se passe au-dessus de l'antenne GPS, et typiquement le contenu en vapeur d'eau de la troposphère, qui peut servir en fait dans les modèles météo. Donc ça, en mesurant la position d'un point, au cours du temps, on va pouvoir en fait dire à quel point on a une atmosphère chargée en eau. Et ces informations peuvent être intégrées ensuite dans les modèles météo du type de Météo France. Marianne Métois, encore félicitations pour votre distinction. Merci. Et moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.